Bonjour, bienvenue dans cette séquence vidéo où nous parlerons de modélisation avec UML. En particulier, nous parlerons des diagrammes de cas d'utilisation. Moi, c'est Hunji Ratel, je suis enseignant-chercheur à l'Université d'Abomey-Calavi en informatique. N'hésitez pas à aller sur mon site web personnel ratel.info pour avoir plus d'informations me concernant. L'objectif principal de cette séquence est de parcourir un peu l'essentiel à retenir sur les diagrammes de cas d'utilisation. En particulier, après avoir présenté un peu l'objectif des diagrammes de cas d'utilisation, nous verrons la présentation générale d'un diagramme de cas d'utilisation à travers les différents éléments syntaxiques que sont le système, les acteurs, les cas d'utilisation eux-mêmes. Et ensuite, nous verrons les différentes relations dans un diagramme de cas d'utilisation. En l'occurrence, entre cas d'utilisation, quelles sont les relations possibles? Entre acteurs et cas d'utilisation, quelles sont les relations possibles? Entre acteurs, quelles sont les relations possibles? Le diagramme de cas d'utilisation vient répondre à la question à quoi sert le système? Quels sont les différents services rendus par le système du point de vue utilisateur? Quelles sont les fonctionnalités du futur système à mettre en place? Le système va être représenté dans un rectangle avec précision du nom du système en haut. Et les futurs utilisateurs vont être représentés par les acteurs. Donc les acteurs qui vont être soit des bonhommes, un bonhomme avec le nom, je l'appelle acteur 1, soit on peut utiliser des stéréotypes acteurs. Donc je peux décider que mon acteur est là, je vais mettre acteur pour dire que c'est un acteur, je mets son nom. Donc les acteurs sont à l'extérieur de notre système et c'est eux qui vont interagir avec le système via les cas d'utilisation. Donc on dit qu'un acteur réalise un cas d'utilisation. Les cas d'utilisation eux-mêmes sont représentés par des éléments à forme ovale. On va mettre le nom du cas d'utilisation, CU1 par exemple. Il faut s'arranger pour mettre des verbes d'action puisque c'est des acteurs qui sont à l'extérieur qui vont exécuter, qui vont réaliser ces cas d'utilisation-là. Donc on a un certain nombre de cas d'utilisation un service rendu par le système. Entre acteurs et cas d'utilisation, la seule relation possible, c'est une association simple, comme on a vu là. S'il s'agit d'un acteur secondaire, sur l'association, on va préciser secondaire pour dire qu'il s'agit d'un acteur secondaire. Ici, par exemple, ça signifie que le cas d'utilisation 1, CU1, lors de sa réalisation, a besoin, on va solliciter l'acteur A3 pour réaliser le cas d'utilisation CU1. Ainsi, A3 n'est pas à l'initiative de CU1, c'est plutôt A1. Mais pour réaliser CU1, on a besoin d'avoir des informations ou de vérifier des choses au niveau de A3. Un exemple classique, c'est qu'on veut payer par carte bancaire, par exemple. On a notre système de paiement en ligne qui va solliciter, par exemple, la banque pour s'assurer que le client qui serait A1 ici a le solde nécessaire pour effectuer la transaction. Maintenant, entre acteurs, la seule relation possible qu'on pourrait avoir, c'est l'héritage. Donc, on a peut-être un acteur 1 ici, un acteur 2, A1, A2. La seule relation possible qu'on pourrait avoir, c'est l'héritage. L'héritage qui est représenté par une flèche. Ça pourrait être dans l'autre sens, cela importe peu. Mais c'est là où la flèche est qui est l'acteur général. Donc en UML, la généralisation, l'héritage, c'est une relation assez commune à beaucoup de diagrammes qui signifie simplement que l'élément qui hérite de l'élément général là a toutes les caractéristiques, toutes les propriétés de cet élément général, plus des spécificités. Donc ici, en l'occurrence, si je dis que A2 hérite de A1, cela signifie que A2 peut faire tout ce que A1 fait en plus de ses propres cas d'utilisation. Donc si on suppose que
A1 dans un système quelconque peut réaliser A1, A2, non plutôt C1, C2, C3. Donc si A1 arrive à faire ça et que je dis que A2 hérite de A1, ça veut dire que A2 peut faire tout ce que A1 fait en plus de cette spécificité. Donc ici j'ai un cas d'utilisation C5 par exemple. Ça veut dire que A2, si je fais un héritage entre A1 et A2, A2 peut faire C1, C2, C3 en plus de ce qui s'est fait ici, C5. Le nom d'un acteur représente le rôle joué par un ensemble de futurs utilisateurs. Je prends par exemple un outil de gestion de magasin. Un acteur, ça peut être le gérant, ça peut être le caissier, ça peut être le client. OK? Et donc, c'est le rôle, ce n'est pas une personne physique, mais plutôt le rôle des futurs utilisateurs de ce système-là. Une personne physique peut changer de rôle. Donc, le gérant, à un moment donné, peut avoir un compte client et acheter des choses dans ce magasin-là. Ou peut changer de rôle. Donc, gardons à l'esprit que le nom de l'acteur, c'est plutôt un rôle, ce n'est pas un individu. Les relations qui posent souvent des problèmes avec les diagrammes de cas d'utilisation, ça va être les relations entre cas d'utilisation. On en a 3. On a include, on a extend, donc l'extension, extends, et on a l'héritage. Include, ça signifie quoi? Syntaxiquement, déjà, on va représenter ça par un trait en pointillé. Donc ici, j'ai A, une flèche avec des traits en pointillé, A qui include B. C'est-à-dire que le cas d'utilisation A include le cas d'utilisation B. Je vais mettre le stéréotype includes. Cela signifie que B est une partie obligatoire de A. En d'autres termes, si je finis de réaliser le cas d'utilisation A, cela signifie que j'ai réalisé le cas d'utilisation B. Un exemple classique, c'est au niveau de l'authentification. Ainsi, c'est une application qui a besoin d'être de l'authentification pour pouvoir mener des actions, par exemple payer. Mais pour payer via le site, il faut se connecter. Donc, se connecter va être un cas d'utilisation qui fait partie du cas d'utilisation payer. Avant de payer, quand je dis que j'ai payé, cela signifie que je me suis authentifié. Le moment auquel on fait B, dans ce cas importe peu, tout ce qu'on sait, c'est que lorsque j'ai fini de réaliser le cas d'utilisation A, j'ai réalisé le cas d'utilisation B. Donc, cette relation est également utile lorsqu'on veut décomposer des cas d'utilisation. Par exemple, on a un gros cas d'utilisation et on sait qu'à l'intérieur, il y a de petits cas d'utilisation qui doivent être faits pour permettre de réaliser ce gros cas d'utilisation-là. On peut utiliser includes. Extends maintenant, je vais prendre d'autres cas d'utilisation. C. Donc ici, je dis que C extends D, par exemple. Même principe, je vais mettre extends comme stéréotype. Cela signifie que C est une partie optionnelle de D. En d'autres termes, je peux réaliser D et m'arrêter là, mais je peux aussi décider d'utiliser C. Donc C n'est pas obligatoire, c'est une option. Quand je finis de faire D, je vais faire C. Une erreur classique qui se glisse souvent lorsqu'on fait des diagrammes de cas d'utilisation, c'est le sens de la flèche. Ce n'est pas bien compliqué, il suffit de relire la phrase avec extend ou include. Donc ici, A inclut B. La flèche va partir de A vers B. A inclut B. C'est la même chose au niveau de extends. C étant D. Donc C extend D. Ça veut dire que la flèche va partir de C pour D. Alors, il suffit juste de relire la phrase posément et de faire
de dessiner la flèche comme cela se doit. L'héritage, comme tout à l'heure, c'est qu'on a un cas d'utilisation qui est spécifique. Donc l'héritage, si un cas d'utilisation A hérite d'un cas d'utilisation B, même représentation qu'entre acteurs. Comme je le disais, l'héritage, c'est un élément qui va apparaître dans beaucoup de diagrammes. Donc ici, si j'ai un cas d'utilisation A qui hérite d'un cas d'utilisation B, c'est-à-dire que le cas d'utilisation A est spécifique. Donc c'est un type de cas d'utilisation B. Donc A a la propriété de B, mais a ses propres spécificités. Un exemple classique, c'est que si on reste dans le milieu du paiement, le cas d'utilisation B peut être payé. Donc on peut avoir payé, mais il y a plusieurs types de paiement. Donc ça peut être payé par carte bancaire. Donc ça, on a un cas d'utilisation particulier. Par carte bancaire, payé par virement, etc. J'espère que cette séquence vous a été utile. N'hésitez pas à me faire des recommandations et à suivre ma chaîne YouTube pour les prochaines séquences vidéo sur la thématique.